Eh bien, écoutez, bonjour à tous et à toutes, et merci encore une fois à nos deux intervenants et intervenantes d'avoir accepté notre invitation. Donc, je suis Danielle Obono, députée de Paris, du groupe de la France Insoumise, et membre de la Commission des lois. Et avec mon collègue Hugo Bernalicis, député de Lille, également membre de la Commission des lois, nous menons depuis plusieurs semaines maintenant une série d'auditions dans le cadre de nos travaux parlementaires qui ont pour objectif de produire de grandes lois, de propositions de loi cadres sur l'ensemble des sujets de notre commission, du périmètre de notre commission, alors qu'ils sont aussi des fois des sujets transversaux, mais qui concernent directement l'ensemble des problématiques que nous avons pu travailler déjà auparavant, depuis 3 ans à la Commission des lois, et donc dans le domaine de la justice, de l'égalité des droits et des questions de sûreté et sécurité. Et c'est dans ce cadre que j'ai un grand plaisir aujourd'hui d'entendre deux spécialistes des questions d'égalité des droits et de lutte contre les discriminations. Je vais les laisser se présenter, et puis parce que c'est surtout pour les entendre que nous faisons cette audition, qui doit justement servir à alimenter notre travail législatif, mais nous entendons aussi les propositions que nous allons faire, nous parlons de loi cadre, comme un ensemble, c'est-à-dire à la fois les textes qui seraient peut-être nécessaires d'écrire ou de réécrire ou de réformer, les textes législatifs, mais également tout l'appareil en fait réglementaire pour permettre la mise en œuvre. Nous réfléchissons aussi à penser des décrets et des circulaires de politique générale, puisque c'est aussi du domaine du contrôle et de l'évaluation des politiques publiques et de la mise en œuvre des politiques publiques que nous nous situons. Et comme nous sommes dans une optique de mettre en œuvre les politiques et d'appliquer les lois et de garantir en tout cas l'application des lois que nous voulons écrire, on pense large. Donc c'est pour ne pas se limiter justement à l'aspect purement législatif quand il est nécessaire, parce que des fois il n'est pas nécessaire. Ce sont des réflexions aussi qu'on a déjà eues. On a un appareil législatif qui est assez conséquent sur un ensemble de sujets. Donc, on a la possibilité de penser aussi la mise en œuvre des politiques, les décrets, les circulaires, les institutions qu'il faudrait créer ou compléter. Et donc, sur aujourd'hui le sujet de la lutte contre les discriminations pour l'égalité des droits, j'ai le plaisir d'entendre et d'écouter Sarah Mazouz et Vincent Thibert. Je vais vous laisser vous présenter chacune et vous entendre. On peut faire un premier tour de table de 10-15 minutes. Je ne sais pas combien de temps vous souhaitez, en fait, comme bon vous semble. D'ailleurs, on a du temps, on a une bonne heure d'échange, peut-être un propos introductif de votre part, et ensuite j'aurai certainement des questions à vous poser. Peut-être, si vous avez des impératifs, vous souhaitez peut-être commencer, ou qui veut ouvrir le bal? Madame Mazouz, peut-être? Oui, comme vous voulez, merci. Donc, moi, je suis sociologue chargée de recherche au CNRS. Je travaille sur les questions de discrimination raciale, de politique contre des politiques de lutte contre les discriminations raciales. Et j'ai aussi travaillé et j'y reviendrai d'ailleurs dans ma présentation, sur le lien le lien inattendu qu'il y a eu entre mise en place de politiques de lutte contre les discriminations raciales en France et politiques de naturalisation. Et puis après, dans mes recherches, j'ai été amenée aussi à travailler dans d'autres pays européens, notamment en Allemagne, sur la politique plutôt de naturalisation et de reconnaissance de la double nationalité. Et je fais partie actuellement du projet financé par l'Agence nationale de la recherche et intitulé Global Race, où j'ai été amenée à voir comment se formaliser la question des discriminations raciales dans différents contextes dans différents pays européens continentaux, notamment la Suède, l'Espagne, l'Allemagne et également la France. Et donc là, je voulais revenir peut-être sur des éléments qui sont liés à l'enquête initiale que j'ai faite au début des années 2000 sur la façon dont s'est mise en place une reconnaissance de la question des discriminations raciales et donc
un lancement, la mise en œuvre d'une politique de lutte contre les discriminations raciales. Donc moi, ma méthode est ethnographique, c'est-à-dire que ce que je vais dire est tiré de longues observations réalisées notamment en préfecture, puisque c'est à ce niveau-là que avaient été mises en place d'abord les commissions départementales d'accès à la citoyenneté à la fin des années 90, puis après le dispositif qui avait pris le relais, qui s'intitulait les commissions pour l'égalité des chances et la citoyenneté, donc avec l'acronyme COPEC. Donc voilà, c'est une sociologie des politiques publiques que je mène à partir d'un travail d'observation et d'entretien avec des agents responsables de ces différentes politiques. Et ce qui apparaissait de ce travail, donc déjà peut-être pour revenir sur ce que je disais en me présentant, sur cette articulation inattendue entre lutte contre les discriminations raciales et politique de la naturalisation, je pense qu'elle est éminemment révélatrice et significative des difficultés qu'on a eues à penser la question des discriminations raciales, c'est-à-dire qu'au moment où le débat émerge en France, donc à la fin des années 90, à la faveur à la fois de travaux qui se font sur ces questions et dont le politique prend connaissance et s'en empare, à l'époque notamment Martine Aubry qui était ministre de l'Emploi à ce moment-là, et puis sous l'effet aussi de l'impulsion européenne et de la directive RACE de 2000, se met en place donc un questionnement et une façon de réfléchir à la question de l'égalité, à la façon de produire plus d'égalité socialement, au-delà de la distinction habituelle entre étrangers et nationaux, qui était la façon dont jusque-là, justement, le projet d'intégration et la politique d'intégration en France avait été pensé. Donc justement, avec la reconnaissance la question des discriminations raciales, on se rend compte que des Français, souvent français depuis de nombreuses années, voire plusieurs siècles, si on pense au cas des Domiens, étaient soumis à un traitement défavorable et inégalitaire en raison de l'origine réelle ou supposée qu'on leur attribuait et de la façon dont cette perception d'une altérité amenait à les inférioriser. Il se trouve en fait, et là donc je résume un petit peu, que cette politique a d'emblée été articulée à la politique de promotion de l'intégration. Et au moment où on a lancé les premiers éléments de politique de lutte contre les discriminations, on pensait la lutte contre les discriminations comme la politique qui allait donner une vigueur nouvelle à la promotion de l'intégration. Or, ce à quoi ça a résulté, c'est à la fois une difficulté à penser la spécificité de la question des discriminations et à revenir finalement à ce que les personnes qui étaient chargées de ces politiques savaient déjà faire, à savoir une politique de promotion de l'intégration profondément marquée par la question de l'incorporation à la nation de personnes étrangères. Donc on est revenu à un schéma et à une grille de lecture, à la grille de lecture antérieure, où la question de l'égalité est pensée simplement à travers la question de l'acquisition de la nationalité française. Et c'est pour ça que j'ai été amenée à travailler aussi sur ce réinvestissement inédit de la naturalisation dans la façon générale de penser ce que j'ai appelé dans mes travaux les politiques françaises de l'altérité. Alors après, si on vient vraiment à la question des discriminations raciales, qu'est-ce qui apparaît? Il apparaît qu'au moment en fait, où on est censé reconnaître le phénomène, il y a d'abord une difficulté à nommer ce qui se joue. Moi, par commodité de langage, je parle de discrimination raciale, mais toute la question, notamment à la fin des années 90 et encore au moment où ce sont les COPEC qui se mettent en place, donc au tournant de l'année 2004-2005, on ne nomme pas ce type particulier de difficulté parce que se pose à nouveau la question de parler directement de la race, entendue non pas bien sûr au sens des races telles que les hiérarchisent et les conçoivent les personnes racistes et les idéologies racistes, mais de penser la race comme un rapport de pouvoir, au même titre que la classe, le genre et d'autres,
qui structurent les hiérarchies à l'œuvre dans la société. Donc on va parler de manière très floue, dans le meilleur des cas, de discrimination. Dans d'autres cas, on va plutôt utiliser le lexique de la citoyenneté, qu'on retrouve d'ailleurs dans la domination de certains dispositifs, comme donc, je le disais, les commissions départementales d'accès à la citoyenneté, puis après les commissions pour l'égalité des chances et la citoyenneté. Donc, il y a déjà eu une difficulté à nommer le problème qui a fait après que le problème n'était pas appréhendé en tant que tel. Ce qu'on constate aussi à partir des observations que j'ai pu faire, c'est que se sont mis en place des commissions de réflexion essentiellement, qui étaient certes nécessaires, mais non suffisantes, en tout cas à ce niveau-là, hein, au niveau de la préfecture, donc sur le terrain que moi j'ai compris. Et que ce qui ressortait de ces discussions, c'était notamment une difficulté à reconnaître comme victimes les personnes victimes de discrimination raciale. C'est-à-dire qu'il y avait souvent une requalification des récits faits, notamment en disant bon, ben, c'est un témoignage parmi d'autres, mais en trouvant rapidement des justifications ou des excuses, ou en requalifiant, en disant ça n'est pas de la discrimination, c'est pour cette raison-là que vous avez été, en trouvant une raison légitime et justifiée au traitement défavorable que telle ou telle personne relatait. Donc, il y a aussi, on voit là, en fait, à mesure qu'on conçoit un groupe ou des personnes comme victimes de discrimination, on voit aussi on peut mesurer le degré de légitimité qu'acquiert une cause. Et donc là, on voyait aussi que cette question n'était à la fois pas reconnue comme telle, mais aussi pas appréhendée correctement. Et je reviendrai à ça après, c'est-à-dire qu'il y a une difficulté liée en partie à la formation des agents qui étaient chargés de cette question, à saisir la spécificité de la question des discriminations raciales dans ce qui les distingue du racisme et dans ce qui les lie aussi et dans ce que le droit peut faire. En fait. Alors, il y aurait, mais ça c'est peut-être Vincent Thibéry qui reviendra plus précisément puisqu'il travaille plus sur cette question. Il y a toute la question aussi de la mesure de cette réalité qui manquait puisqu'on n'avait pas du tout d'éléments qui permettaient de monter en généralité et d'objectiver la question des discriminations raciales. Et c'est pour ça aussi que c'était d'autant plus facile de disqualifier les témoignages en les ramenant à des cas particuliers, mais en disant que c'était bon, l'exception qui confirmait la règle. Mais donc ça, je vais passer vite. Alors, je pense que comment expliquer ces résistances et cet échec? Je pense qu'il y a des choses à chercher dans le cas précis, enfin des dispositifs sur lesquels j'ai travaillé, dans la sociologie et la formation des agents qui ont été mis en charge et qui ont été responsables de ces commissions. Donc ces commissions, dans les deux cas, aussi bien les commissions départementales d'accès à la citoyenneté à la fin des années 90, début des années 2000, puis après les commissions pour l'égalité des chances et la citoyenneté, étaient liées au bureau de la citoyenneté. Et les agents qui travaillaient là étaient souvent aussi des agents qui circulaient entre le service des étrangers, le service des naturalisations et le service de la citoyenneté. Donc, on voit très bien aussi comment, dans leur formation, sachant aussi que c'était souvent des agents de catégorie C, donc formés sur le tas dans ces services-là, ils développaient des formes de compétences ou des formes même de catégorisation pour faire leur travail, voilà, avec des formes assez banalisées de catégories racialisantes sur l'aptitude de certains à pouvoir remplir un dossier, l'aptitude de d'autres à ne pas pouvoir le faire, enfin l'inaptitude d'autres à le faire, etc. Et donc on voyait après se déplacer ce type de catégories à des publics qui étaient des publics discriminés, qui pouvaient partager en partie au moins déjà phénotypiquement des caractéristiques communes avec les personnes, avec les usagers que ces agents rencontraient au bureau des étrangers ou au niveau des naturalisations. Certains d'entre eux aussi avaient siégé par exemple dans des commissions comme les commissions d'attribution des logements sociaux en étant plus proches des bailleurs. Et donc, il y a aussi tout simplement ça, c'est-à-dire une proximité liée à un travail passé qui rend plus compliqué le fait après d'admettre que tel bailleur discrimine
Et donc, voilà, dans des entretiens que je faisais, je voyais à l'œuvre la façon dont ces agents trouvaient des justifications en disant bah oui, en généralisant par exemple des cas, c'est-à-dire en disant en fait les cas de discrimination à l'accès au logement, c'était pas de la discrimination parce que les gens ne payaient pas leur loyer, avaient des dettes de loyer, etc. Et donc en prenant un cas pour la généralité, de façon à rendre, comment dire, de façon à invalider l'accusation de discrimination raciale. Après, ce qui était frappant, et là c'était frappant parce qu'on le voyait même chez des personnes ayant eu une formation, notamment juridique, c'est le manque de formation sur la notion de discrimination et la confusion qu'il y a entre la notion de discrimination entendue comme un refus illégitime d'accès à un droit et des éléments qui peuvent être connexes, notamment qui peuvent être connexes à cette notion, mais qui ne se confondent pas, comme par exemple les questions relatives au racisme. Et je me souviens que, par exemple, dans un entretien réalisé avec un procureur, pourtant, ce dernier nous donnait des exemples qui mêlaient à la fois des cas de discrimination raciale et des cas, par exemple, des cas d'antisémitisme, de profanation de tombes, etc., qui ne sont pas, en toute rigueur, des questions qui ne sont pas de la discrimination, qui est voilà, une manifestation de haine raciste. Et dans ce cas-là, antisémite. Donc, il y avait ça. Et ce qu'on voyait aussi, c'est ce que moi j'ai appelé dans mon travail une conscience en deçà du droit antidiscriminatoire. C'est-à-dire que même dans les réunions de ces commissions de réflexion, on avait l'impression que les agents chargés de cette politique n'avaient pas pleinement conscience de ce qui existait déjà, des outils offerts par le droit en matière de lutte contre les discriminations, et donc se contenter de dire en fait il faut juste rappeler que toutes les personnes sont égales, et donc s'en tenir à une formulation d'un principe d'égalité formelle, mais sans voir justement ce que la notion de discrimination avait permis d'introduire dans le droit comme moyen permettant d'augmenter en fait l'efficacité et l'efficience de la norme d'égalité. Voilà, des outils qui permettent de produire plus d'égalité par le droit. Donc, il y avait ça. Et après, il y a peut-être un dernier élément qui explique cette résistance et cette reconnaissance qui n'a finalement pas eu complètement lieu. C'est ce qui s'est passé justement quand on est passé des Kodak au COPEC. C'est un chercheur... c'est ce que Vincent Arnaud-Chape a appelé l'universalisation de la lutte contre les discriminations. Alors, ça s'inscrit dans un mouvement plus général dans les pays européens qui est ce qu'on appelle le merging, c'est-à-dire le fait de mettre au sein des mêmes institutions de lutte contre les discriminations toutes les formes de discrimination. Mais ça, en soi, ce n'est pas forcément problématique, puisque ça permettrait aussi d'articuler et de voir les formes plurielles de discrimination à l'instar de ce que fait par exemple le défenseur des droits. Mais selon le type de formation qu'ont les agents et leur connaissance plus ou moins grande du droit, de ces pratiques, mais aussi voilà, de travaux comme justement tous les travaux intersectionnels qu'on critique en ce moment, on n'a pas le même effet. Et ce qu'on voit, c'est qu'à la différence d'une approche qui serait justement une approche intersectionnelle qui aurait pensé l'articulation multiple des formes de discrimination, ce qu'a produit le fait de mettre dans les mêmes commissions donc le handicap, la question du genre, la question des discriminations raciales, c'est qu'on a finalement mis en avant les formes de discrimination qui paraissaient, pour le dire rapidement, les moins politiques, sans pour autant les traiter, mais qu'il était plus facile d'aborder parce que ça soulevait moins de questionnements, disons, sur le cadre général politique. Donc, typiquement, le handicap, qui peut s'appréhender simplement comme une question technique, par exemple, d'accès à certains lieux, etc. Je ne dis pas que la question du handicap a été correctement traitée, mais elle a été utilisée facilement parce que ça n'avait pas on avait l'impression que ça ne remettait pas en cause, si vous voulez, l'ensemble de la grille de lecture républicaine, contrairement à la question des discriminations raciales ou même d'une certaine manière des discriminations de genre. Donc ça a permis de flouter encore plus et d'occulter les questions qui posent tout de suite
qui invite tout de suite à une espèce de redéfinition plus grande ou de remise en cause plus grande de certains présupposés généraux, politiques. Et enfin, peut-être aussi, et ça c'est peut-être quelque chose à garder à l'esprit aujourd'hui, c'est que ce que je disais au départ, c'est-à-dire d'avoir pensé la lutte contre les discriminations comme un moyen de la politique de promotion de l'intégration, comme quelque chose qui allait améliorer la politique de lutte contre l'intégration, en fait, vouer d'emblée à l'échec la politique de lutte contre les discriminations. Pourquoi? Parce que si dans les deux cas, promotion de l'intégration et lutte contre les discriminations visent à plus d'égalité, les présupposés politiques et les chemins pris ne sont pas du tout les mêmes selon qu'on adopte telle ou telle grille de lecture. Quand on est dans une perspective d'intégration, on part du principe que certes, il faut arriver à plus d'égalité, mais qu'on va surtout y arriver en faisant en sorte que, certes, les différences entre différents membres de la société, on ne les invite pas à s'effacer, mais elles ne sont, on va penser quand même que c'est elle la source de l'inégalité et que sur le plan public, il faudrait arriver à ne pas prendre en compte ça et que l'énoncé du principe formel d'égalité suffit. Du côté d'une lecture qui s'appuie donc sur l'idée de lutte contre les discriminations, on part du constat que l'énoncé d'un principe formel d'égalité ne suffit pas et qu'il faut donc trouver les moyens concrets d'augmenter la norme d'égalité. Et en prenant en compte par ailleurs le traitement différencié que subissent des personnes ou des groupes qui sont constitués par ce traitement différencié. Et donc, l'idée, ce n'est pas de gommer les différences ou de faire qu'elles n'agissent plus, mais de prendre en compte le lien qui existe entre différence et inégalité pour arriver à plus d'égalité sans effacer forcément les différences. Et en ayant conscience aussi que, par exemple, des différences d'histoire invitent à des traitements différenciés pour arriver à plus d'égalité. Donc, je crois que ça a été vraiment, disons, au niveau presque du cadre théorique, l'erreur qui a induit donc ce problème de reconnaissance. Je vais peut-être m'arrêter là et peut-être que la suite, ça sera pour la discussion. Oui, ça suscite plein de questionnements, mais je pense que le propos de Vincent Tiberge va compléter et rajouter en plus des éléments. Voilà, et je vous relancerai sur plusieurs autres points. Merci beaucoup, c'était une super introduction en plus, sur la base de vos travaux. Monsieur Tiberge, c'est bien Tiberge? Alors ça s'écrit Tiberge, ça se prononce Tibéri. C'est excusez-moi. les particularistes de Corse. Excusez-moi. Il n'y a aucun souci. Est-ce que vous pouvez me donner le droit de partager mon écran? Oui, car pour l'instant, oui, je me demandais d'ailleurs juste, je me demandais s'il y avait... Allez-y. Et peut-être vous pouvez vous présenter. Pour l'instant, je ne peux pas. C'est peut-être à Calibrano de le faire. Plusieurs peuvent partager simultanément. Je viens de le... Super. Ça y est, c'est bon pour moi. Voilà. Ok. Parfait. Donc, juste 2 secondes. Il faut lancer le truc de l'autre côté, du coup. Donc, j'ai prévu quand même, bon, je suis très bavard, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite que ce que je fais habituellement. Promis. Donc, je suis donc Vincent Tibéri, je suis professeur des universités à Sciences Po Bordeaux. Et sur ces questions de diversité, j'ai l'habitude de le faire selon 2 angles. De travailler en prenant deux manières de faire, c'est-à-dire travailler à la fois sur les Français d'origine immigrée, les Français de la diversité, etc. Et puis les immigrés qui ne sont pas français d'ailleurs. Puis de l'autre côté, travailler aussi sur la question des préjugés, sur la question de la manière dont la société, effectivement, construit l'altérité, construit des pratiques de discrimination ou pas, construit des préjugés ou des discours autour de ces préjugés. Et donc, bon, c'est toujours compliqué de résumer tout ça en 15 minutes, mais je vais essayer d'être rapide et un peu percutant. Donc, dans le côté rapide et percutant, je voudrais, et ça me permet de rebondir sur certaines
propositions de Sarah Mazouz. Il est très clair qu'on ne peut pas distinguer aujourd'hui les questions de préjugés, de discrimination, etc., également du discours politique ambiant. Il est très clair qu'on est sur des sujets qui sont directement en interaction avec l'actualité du moment, sur la question des discriminations à l'égard de la police, sur la question des approches intersectionnelles, sur la question de la multiplicité des manières de mesurer aussi. C'est-à-dire qu'un des débats anciens et pourtant qui n'est toujours pas solutionné, c'est de rappeler qu'effectivement, on ne peut pas comprendre le social si on ne prend pas en compte la question de la classe, la question de l'origine, la question du genre, etc., etc. Et donc, il est même parfois un peu bizarre que certains sociologues continuent à lutter pour imposer une variable plutôt qu'une autre, là où on est effectivement dans un monde profondément multivarié et profondément intersectionnel. Hop, ça, c'était vos petits moments. Mais donc, à partir de là, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, premier point, donc à partir des enquêtes de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, ce qu'on peut quand même dire, on a tendance à considérer que la société française est extrêmement tendue sur ces questions. Je répondrai qu'elle l'a été encore plus, mais ça se voyait moins. C'est-à-dire qu'on part effectivement d'un monde qui était dans lequel le racisme au sens biologique du terme était effectivement quelque chose qui renvoyait au sens commun. On part d'une société dans laquelle, en 1946, quand l'IFOP pose une question sur « Pensez-vous que les Juifs sont des Français comme les autres ?», vous avez les 2/3 des répondants qui répondent non. On part d'un moment où la question de la race et de la hiérarchie entre les races pouvait être posée à des étudiants de Sciences Po en 1962 par Guy Michelat et Michel Thomas. Guy Michelat est un des chercheurs avec qui je travaille sur le baromètre de la CNCDH. Et c'est assez troublant de se dire que des étudiants de Sciences Po ont pu être confrontés à « Pensez-vous que la race jaune est supérieure à la race blanche, égale à la race blanche ou inférieure à la race blanche ?» Et ça nous raconte quand même quelque chose d'où on vient. On vient d'un monde où effectivement le racisme biologique et la hiérarchie entre les races dans cette logique biologisante, c'était le sens commun, c'était quelque chose qui n'allait même pas choquer des syndicats étudiants, n'allait même pas choquer la communauté des sociologues ou des politistes qui travaillent sur ces questions. Bon, aujourd'hui, la CNCDH pose cette question régulièrement, très clairement, quand on demande aux gens s'ils considèrent qu'il y a des races supérieures à d'autres. Ce qu'on constate, c'est que très clairement, cette opinion est devenue marginale, voire peut disparaître. Elle peut revenir aussi, c'est ce que raconte un post graphique, mais elle disparaît notamment parce qu'en fait, les générations qui ont grandi dans ce monde du racisme biologique sont elles-mêmes en train de nous quitter. Elles sont remplacées par des générations qui clairement n'ont plus cette conception des choses. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas exemptes de préjugés, mais en tout cas, celui-là n'existe plus. Ce qui est quand même assez troublant, c'est la partie droite du graphique, typiquement celle-là, et qui nous montre que quand même, ce qui se passe dans la société, les débats publics, peuvent avoir un impact considérable. Cette remontée du racisme biologique en 2013-2014, c'est les attaques autour de Christiane Taubira au moment des mouvements anti-mariage pour tous. Donc ça montre que le retour de certains discours, le retour de certains préjugés, c'est pas forcément toujours. On n'est pas immunisé à vie, donc il faut toujours faire très très attention. Il n'empêche que malgré tout, quand on prend le baromètre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qu'on remonte donc c'est un baromètre qui a lieu depuis 1990, chaque année, avec des questions parfois mal foutues, des questions énervantes, etc., mais qui a le grand avantage d'exister. Qui a le grand avantage également de nous permettre de mettre en place des méthodes quantitatives à peu près stables et robustes. Là, en l'occurrence, c'est mon indice longitudinal de tolérance. Et cet indice longitudinal nous raconte quand même quelque chose de très important. C'est que sur le temps long, la tolérance progresse. La tolérance progresse parce que le niveau de diplôme parmi les Français progresse. La tolérance progresse parce que le renouvellement générationnel est associé à moins de préjugés. Plus on est né récemment, moins on est soumis à des préjugés, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, ce qui veut dire que les jeunes d'aujourd'hui le sont moins que quand j'étais moi-même jeune, et c'est encore mieux chez mes parents. Il n'empêche que naturellement, tout ça n'est pas aussi simple. Vous voyez qu'il y a quand même des hauts et des bas. Il y a des moments où la tolérance régresse très très fortement. Alors elle régresse parfois parce qu'il y a un gouvernement de gauche, mais elle régresse aussi parfois parce qu'on parle de certains enjeux, on donne sens à certains événements
et ça recrée du racisme. Typiquement, c'était ce qui s'était passé au moment des émeutes de 2005, où une des interprétations dominantes a été que c'était des émeutes de la diversité, des émeutes de l'islam, et pas forcément des émeutes d'une jeunesse reléguée, d'une jeunesse qu'on a laissée de côté sans lui proposer autre chose que simplement un avenir relativement compliqué. Donc, très clairement, les préjugés, le racisme, c'est quelque chose de politique. On n'a pas forcément toujours des mauvaises nouvelles à raconter. Typiquement, vous remarquez qu'en 2014, on était dans une situation qui était particulièrement préoccupante du point de vue du racisme et des préjugés. C'était un moment où la gauche était au pouvoir et ne défendait plus assez ces questions-là. C'était un moment où les arguments de la droite remontaient, c'était un moment où on sortait d'une certaine crise économique, etc. Et on était au plus bas, c'est-à-dire qu'on était revenu à un niveau d'intolérance qui était celui de la fin des années 90. Comme si, quelque part, il ne s'était rien passé en 15 ans. Depuis lors, ça a remonté. Et ça a remonté notamment après les attentats. Étonnamment, on a réussi collectivement à produire un discours qui a évité les amalgames, qui a évité que l'ensemble des musulmans soient considérés comme étant à juger avec les djihadistes qui avaient commis les attentats à Paris, à Nice et ailleurs. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça nous montre là encore que la question des préjugés, la question du racisme, c'est aussi quelque chose qui a à voir avec la politique au sens noble du terme et les récits qu'on réussit à construire autour des sociétés qu'on souhaite. En gros, si vous abandonnez la bataille culturelle, vous êtes à peu près sûr que ce sont d'autres discours qui émergeront, et si ces autres discours émergent, peut-être qu'on va voir retomber un certain nombre de gens du côté de l'intolérance. Ça nous raconte aussi, c'est haut et c'est bas, ça nous raconte aussi que les individus sont ambigus sur ces questions. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout le temps raciste, tout le temps antiraciste, mais on a des proportions à la fois à la tolérance et à l'intolérance. Et ça dépendra considérablement justement du climat politique. Ce qui est également intéressant avec le baromètre de la CNCDH, c'est qu'on peut mesurer les questions de tolérance en fonction de différentes minorités. Les juifs, les noirs, les maghrébins, les musulmans. Ce qui est également important d'avoir en tête, c'est que juifs et noirs semblent être particulièrement bien acceptés dans la société française. C'est moins le cas des maghrébins et c'est clairement pas le cas des musulmans. Mais là, ça nous raconte quelque chose de différent. Ah oui, à ceci près, je vous montre qu'il y a des hiérarchies de tolérance. Il y a un groupe qu'on a tendance à oublier. Les Roms. Pardon. Et les Roms. Exactement. Les voilà. Ouais, et là, l'indice sur les Roms est particulièrement dur. En gros, dans ces indicateurs 100, ça voudrait dire qu'à toutes les questions qu'on a posées une année, les gens ont répondu une réponse tolérante. 0, ça veut dire qu'à toutes les questions qu'on a posées lors d'une année, la réponse était intolérante. Sur la question des Roms, on est donc autour de 36 en fin d'année 2019, quand pour un musulman, on est à 60, et pour les Juifs et les Noirs, on est à 79. Ça nous dit là aussi quelque chose de très, très important. Ça nous donne... ça donne à réfléchir autour de la capacité soit de ces minorités à pouvoir se défendre, à avoir le tissu associatif qui permet de relayer des actes et des attaques auxquelles dont elles ont été victimes. Ça montre également que quelque part, ça nous dit des choses aussi de la difficulté à faire émerger des atteintes anti-tziganes, anti-roms, comme étant des causes légitimes d'indignation. Et donc, il y a vraiment quelque chose à faire. Alors, ce qui est également intéressant, on a eu deuxième point que je voulais vous raconter, on a eu des débats autour de la notion d'islamophobie. Est-ce que l'islamophobie, c'est un préjugé comme les autres? Est-ce que d'ailleurs il faut utiliser le terme? Ma réponse est la suivante. D'abord, on va éviter de passer notre temps à faire de l'étymologie. Le terme islamophobie hors de France est désormais utilisé comme une catégorie scientifique pertinente, à la différence d'islamo-gauchisme, par les chercheurs européens, américains, etc. Donc, il y a un moment, il faut peut-être se poser la question. Deuxièmement, la mythologie de cette idée d'islamophobie qui remonterait au Mollah, c'est avéré être fausse, puisqu'on retrouve des traces du terme islamophobie dans certains travaux des années 1910-1920.
Puis surtout, oui, le terme n'est pas forcément génial, mais aucun terme qu'on utilise ici n'est génial. Typiquement, quand on parle de racisme, on a tendance à... Aujourd'hui, les gens ont des préjugés tout en ne croyant pas à l'existence de race humaine. Quand on parle d'antisémitisme, même Taguieff admet que quand on dit antisémitisme, on parle aussi des Arabes. Quand on parle de xénophobie, c'est la peur des étrangers. Pourtant, la peur des étrangers, elle s'applique aussi aux descendants d'immigrés nés en France, de nationalité française, donc qui sont chez eux, etc. etc. Donc, arrêtons de nous prendre la tête sur les termes et regardons un petit peu ce qui se cache derrière les attitudes à l'égard des musulmans. Et très clairement, il y a une chose qui est super importante et que nous permet d'apporter le baromètre CNCDH, c'est qu'on a des questions exactement parallèles entre la communauté juive et la communauté musulmane. Est-ce que les juifs français sont des Français comme les autres? Est-ce que les musulmans français sont des Français comme les autres? C'est le degré de soutien chaque année à ces questions. Et on constate que systématiquement, la communauté juive suscite moins de réprobation que la communauté musulmane. Alors attention, ça ne veut pas dire que 10% de personnes qui considèrent que les juifs français ne sont pas les Français comme les autres, ce n'est pas à prendre en compte. Au contraire, 10%, c'est quand même plusieurs millions de personnes. Et donc, très clairement, les attaques antisémites, elles existent. Les préjugés antisémites continuent à exister, même s'ils sont aujourd'hui beaucoup moins forts qu'ils ne l'ont été précédemment. Mais ce que je tiens à dire ici, c'est que les musulmans ont une pénalité en plus. Ici, ce sont deux questions sur les religions. La religion juive, est-ce que ça évoque quelque chose pour vous de positif? Ni positif ni négatif, négatif. Le fait de mettre ni positif ni négatif aboutit à ce que le niveau soit plus faible en termes de soutien. Mais là encore, on constate que quand on parle de la religion juive, il y a un peu moins de rejet, il y a un peu plus de positivité face à la religion juive que face aux musulmans. Donc très clairement, il y a une pénalité qui touche d'abord les musulmans. Surtout, en fait, il y a quand même quelque chose de super important. C'est que dans les 4 cas, le rejet tant de la communauté juive que de la communauté musulmane, des musulmans ou de leur religion, c'est quelque chose qui renvoie aux préjugés. En fait, il faut vraiment bien avoir en tête. On a eu des débats, n'en plus finir, notamment portés par certains intellectuels, notamment à gauche, sur l'idée, si on dit islamophobie, on ne peut pas critiquer l'islam. Bon, en l'occurrence, un certain nombre de gens ne font pas la différence entre la religion musulmane et ceux qui la pratiquent, ou la religion juive et ceux qui la pratiquent. En abscisse, vous avez, j'ai distingué les répondants en fonction de leur niveau de préjugé, mais général. C'est-à-dire qu'on ne parle pas des minorités. Est-ce que l'immigration est une source d'enrichissement collectif, ce genre de choses. Donc, quelque part, me permet de récupérer les individus sans parler des minorités. N-, c'est, on va dire, c'est les bobos. C'est les gens qui, a priori, font partie des 10% des Français les moins touchés par les préjugés. N++, ce sont les 10% des Français qui sont les plus touchés par des préjugés. Et ce qu'on constate, c'est que systématiquement, si vous passez du côté tolérant au côté intolérant, le rejet de la religion juive et des juifs progresse. Le rejet de l'islam et des musulmans progresse. Et en fait, ce qui est même très troublant, c'est qu'aujourd'hui, dans la France fermée, dans la France raciste, l'ennemi, c'est plus le juif, c'est le musulman. C'est plus la religion juive, c'est l'islam. Et donc à tel point qu'aujourd'hui, ne pas se préoccuper de l'islamophobie en considérant qu'il est normal de critiquer cette religion, c'est effectivement faire le jeu d'une partie de l'opinion qui est quand même très fortement préjudicielle. Alors, soyons clairs, quand vous pouvez désormais rejeter les musulmans sans rejeter les juifs. En revanche, quand vous rejetez les juifs, vous rejetez aussi les musulmans. Il faut bien avoir en tête que derrière, ces préjugés restent très fortement liés. Et ça, Nona Meyer le montre régulièrement dans le baromètre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Entre ces différentes dimensions, tout ça forme quand même des choses assez troublantes. Alors, une fois qu'on a regardé du côté des Français, il faut aussi parfois regarder du côté des principaux intéressés. Donc, c'est ce que je vous donne juste quelques éléments.
Alors là, certains sont issus enfin, la plupart de ceux que je vous propose là sont issus de l'enquête Trajectoire à origine, l'enquête qui a été faite par l'INED et par l'INSEE, à laquelle j'ai eu la chance de participer. Donc, terrain en 2008. La deuxième vague est en cours de finition, c'est-à-dire qu'on va bientôt avoir les premiers fichiers sur lesquels travailler. Et donc, on aura des nouvelles fraîches de l'état des lieux français. Mais quand même, ce que je tiens à rappeler, c'est que c'est assez troublant de se dire qu'aujourd'hui, on a ce que j'ai pu appeler dans un bouquin qui s'appelait La crispation hexagonale, qui remonte à 2009, c'est vieux, ce que j'avais appelé le prisme musulman. C'est-à-dire qu'on avait tendance aujourd'hui à caractériser la diversité autour de l'islam. Très clairement, quand on demande aux principaux intéressés comment ils se définissent, ce qui est assez fascinant, c'est de retrouver le fait qu'on passe de la passion, on passe de la région, on parle parfois on parle souvent des origines, on parle de la classe sociale, on parle du sexe, on parle de l'âge. En gros, les identités sont nécessairement des identités plurielles, des identités qui s'ajoutent. Et donc là aussi, partir du principe que si on parle de race, on ne parle pas de classe, on s'est déjà oublié que il y a une dimension typiquement sociale au fait d'avoir une assignation raciale, mais en tout cas que derrière tout ça, il faut quand même accepter que l'identité c'est quand même quelque chose de multiple. Ce qui est également intéressant, parce que je sais qu'il ne faut pas que je cause trop longtemps. Ouais, c'est ça, vraiment, je suis trop rapide. Je suis trop long. Ce que je voulais également dire, c'est que quand on reprend très haut, ce qu'on constate également, c'est qu'il y a quand même quelque chose de terrible, qui est tout simplement la visibilité, la couleur de peau. Et donc, c'est ça, c'est tout le paradoxe d'une société française, ou en tout cas d'une république française qui considère qu'on doit traiter de manière égale les gens en fonction de leur couleur de peau, en fonction de leur origine, de leur race, etc., etc. On constate que quand vous appartenez à ce que dans Théo on appelle les natifs de natifs, parfois le groupe majoritaire, 82% d'entre eux sont tout à fait d'accord avec l'idée qu'on me voit comme un Français. C'est plus que 33% parmi les ultramarins qui sont arrivés en métropole et 43% parmi leurs descendants. Ce qui nous raconte quand même quelque chose de très clair. Avoir une couleur de peau, ça pèse. Et ça pèse de telle sorte que quelqu'un qui pourtant est franc et appartient à la communauté française depuis plus longtemps que les Corses, se retrouve dans une situation où on le renvoie des origines supposées, on le renvoie à une immigration supposée, alors même que ce n'est pas le cas. Ce qui est également assez troublant et qui montre bien que la question de la visibilité ne doit pas être gommée. Et que quand vous prenez les immigrés, effectivement, les immigrés, pour beaucoup d'entre eux, ne sont pas forcément vus par les Français. Comme français. Bon, alors ça peut s'expliquer parce qu'eux-mêmes ne se sentent pas forcément appartenir à la nation française, ne se sentent pas forcément légitimes. Puis là aussi, il y a encore des histoires de visibilité, typiquement. Ce sont parmi les descendants, enfin les immigrés d'origine européenne qui a le moins de sentiment de ne pas être vu comme un Français. Mais alors les trucs sont quand même terribles parmi les descendants. Donc des gens, ils sont français, ils sont nés en France, ils ont grandi en France, ils sont allés à l'école française, etc., etc. Et pourtant, en fonction de la visibilité, les résultats sont très très clairement très différents. Descendants d'immigrés d'origine algérienne, 33% de tout à fait d'accord, on me voit comme un Français. 30% pour ceux qui viennent du Maroc et de Tunisie. Afrique sahélienne et Afrique centrale, 15 et 20%. Asie du Sud-Est, 29%. Turquie, 29%. Portugal, 60%. Espagne, Italie, 80%. UE, 27%, 84%. Et là, très clairement, ça nous montre bien qu'il faut, quand on veut travailler sur la question de discrimination, il faut aussi bien avoir en tête la question de la visibilité. Dernier petit rappel, comme ça, en passant, la très belle enquête de Fabien Jobard, puisqu'on a beaucoup parlé des relations police-population, la très belle enquête de Fabien Jobard et de ses collègues, qui montrait bien que du coup, l'origine apparente, quand il s'agit de déclencher un contrôle de police à la gare du Nord ou à Châtelet, tient beaucoup à la question de l'origine apparente, indépendamment de l'âge, indépendamment du sexe, indépendamment de la manière dont on est habillé. Voilà. Désolé si j'ai été trop long. Non, mais c'était bien suffisant et je pense qu'on
on aurait matière en fait à avoir des débats sur chacun des auditions centrées sur chacun des travaux que vous nous avez présentés. Merci beaucoup. C'était très clair et synthétique. On se permettra peut-être du coup de vous recontacter pour avoir les références et pouvoir récupérer les sources. On avait déjà travaillé sur Trajectoire et Origine il y a 2 ans, puisqu'on avait invité Patrick Simon lors d'un colloque. Et donc, on a pas mal déjà de références, mais je pense que, y compris l'analyse que vous faites sur les travaux de la CNCDH, elles seront aussi utiles pour nos travaux. J'ai plusieurs questions, donc je vais vous les faire comme ça, parce que sinon je vais oublier, et puis vous répondrez. Je commence par M. Tiberi, excusez-moi, et ensuite Mme Mazouz. Est-ce que vous pourriez définir le concept de tolérance, parce que du coup, voilà, comment vous le caractérisez, la tolérance, et ça rejoint aussi, alors donc sur les Roms, vous avez indiqué, sur la comparaison en fait sur les religions. Est-ce qu'il y a d'autres religions qui sont étudiées, la perception d'autres religions, et quelles données cela donne, qu'est-ce que ça donne? Et par ailleurs aussi par rapport à une forme de racisme qui s'est notamment développée dans le contexte de la crise sanitaire, mais le racisme anti-asiatique, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez aussi? Donc ça, c'est pour vous. Et Madame Mazouz, est-ce que vous pourriez nous donner, vous, du coup, la différence que vous faites entre racisme et discrimination? Justement, vous en parliez, dire, voilà, pourquoi est-ce que ce n'est pas exactement la même chose? Monsieur Tiberi, vous parliez de voilà, les perceptions et en fait, du coup, les grilles de lecture que les individus ont et la manière dont les personnes se voient, etc. Donc, il y avait une dimension justement sur le préjugé, l'idée du préjugé. Mais je voulais vous interpeller sur la dimension structurelle. Alors, vous l'avez évoqué en plus en disant que le discours politique et donc, en fait, le discours des institutions politiques marque en fait les consciences. Et donc, je voulais revenir à ça sur la différence entre racisme et discrimination et qu'est-ce qui fait le caractère systémique, puisqu'on en parle un peu plus maintenant, y compris que ce soit le défenseur des droits et d'autres institutions qui reprennent ces termes-là. Est-ce que vous pourriez tous les deux revenir sur cet aspect et donc, Madame Mazouz, racisme, discrimination. Et un point qui m'a interpellée dans ce que vous disiez, c'était en fait, en termes de politique publique, le lien entre la reconnaissance des différences et inégalités, c'est-à-dire le fait de s'attaquer plutôt aux différences qu'aux inégalités. Est-ce que vous pourriez aussi creuser là-dessus? Lequel souhaite commencer? Monsieur Tiberi et puis Madame Mazouz, ou comme vous voulez. Sarah, vous voulez peut-être commencer, non? Bien, je commence. Alors, j'ai déjà sur ce qui vous a interpellé à la fin, et il y a peut-être eu une mécompréhension. Je ne disais pas qu'il fallait s'attaquer aux différences plutôt qu'aux inégalités. Je disais que plutôt, on a tendance, dans un contexte justement colorblind, aveugle aux différences et notamment aveugle à la race, à penser qu'on produira de l'égalité en effaçant les différences. Et je disais que... Oui, c'était ce que j'avais. Il me semblait avoir compris que du coup, les politiques publiques s'attaquaient, enfin, s'orientaient sur la problématique des différences, oui, l'égalité. Et je voulais avoir. Oui, tout à fait. Alors, oui, tout à fait. Voilà. Du coup, en effet, on a tendance à penser qu'on obtiendra de l'égalité par la production d'une identité et une production d'un corps social et politique plus homogène. Et on le voit encore aujourd'hui dans les débats qu'on connaît. Alors que, justement, si on s'appuie sur une lecture par la notion de discrimination,
eh ben, la notion de discrimination, de lutte contre les discriminations, du coup, c'est aussi de se dire, il y a des différences, il y a des histoires différentes qui constituent, qui amènent à faire aussi que le corps politique et social n'est pas homogène du fait de ces histoires différentes, les gens n'occupent pas les mêmes positions, et que du coup, pour produire plus d'égalité et produire un corps politique et social plus fort, il faut prendre en compte ces différences dans la production de l'égalité. Donc, c'était ça. Après, sur la différence entre racisme et discrimination, en fait, dans les exemples que j'ai donnés, le racisme était compris comme l'idéologie raciste, donc avec une haine explicite, et une violence souvent physique explicite. Ce qu'on voit quand on travaille sur les discriminations raciales, c'est qu'on peut, aussi bien à titre individuel qu'à titre institutionnel, produire de la discrimination, et donc discriminer des groupes qui sont des groupes racialisés et même racisés, sans adhérer spontanément à une idéologie raciste. Donc c'est ça la différence, et j'avais donné l'exemple. Donc il y a cette première différence, et après il y a une différence qui est sur le périmètre de la notion de discrimination, qui elle est vraiment liée au fait que c'est le refus de donner accès à un droit de manière, et c'est un refus non légitime. Donc par exemple, voilà, il faut être forcément, pour discriminer, il faut forcément avoir entre les mains la possibilité d'octroyer ou non un droit, et puis être face à quelqu'un à qui vous le refusez. Et donc voilà, ça va dans un sens seulement. Alors que vous pouvez avoir dans une interaction où il y a de la violence, l'expression de formes de racisme qui peuvent venir de part et d'autre. Si on pense à un guichet d'un service public, ça peut venir de part et d'autre. Voilà. Donc il y a ça aussi qui se distingue. Après, quand on pense aujourd'hui avec le concept de racisme structurel ou de racisme institutionnel ou de racisme systémique, là, en fait, on fait tendre la notion de racisme vers une notion qui n'est pas simplement l'expression idéologique portée par des groupes politiques et des individus, mais comme la cristallisation et la sédimentation d'un racisme hérité d'une histoire coloniale, esclavagiste, impériale, enfin voilà, qui continue de fonctionner et qui continue d'apparaître, encore une fois, sans que les personnes qui le mettent en œuvre aient même conscience de ce racisme, et qui continue d'apparaître et qui continue du coup d'avoir des effets de maladies, de mort, d'inégalités, de discrimination, etc. D'accord. Donc voilà. Oui, enfin, parce qu'il y a l'idée de... Enfin, excusez-moi, je rebondis avant de... Je vous coupe un peu la parole, M. Tiberi, mais parce qu'il y a l'idée que, justement, en fait, le racisme, c'est juste une question d'attitude et de comportement, voilà, et qu'il suffit juste d'éduquer. Enfin, il faut beaucoup éduquer. D'ailleurs, vous l'avez parlé, enfin, la question de la formation, c'est vraiment central, mais du racisme comme un système de domination, en fait, comme un système d'oppression, comme il y a d'autres formes d'oppression. Du coup, c'est ça que je me demandais si vous considériez qu'on peut le caractériser comme ça en termes voilà, de fonctionnement, oui, à l'insu, y compris à l'insu des individus, c'est-à-dire que sans avoir besoin de formuler des théories raciales, de domination raciale, en fait, voilà, la sédimentation dont vous parlez et la reproduction, en fait, dans le fonctionnement de la société fait système, en fait, et fait qu'on est pris dans des rapports, justement, où on le reproduit. D'accord, du coup... oui, si je peux juste rebondir sur ça, pardon. Je pense qu'il y a deux choses vraiment très importantes dans l'idée dans le fait de défendre la question de la notion de racisme institutionnel ou de racisme structurel. C'est donc à la fois que ça permet, je pense notamment à tous les débats qu'il y a eu autour des violences policières, je trouve que c'est... si on en venait à reconnaître la façon dont l'institution produit des discriminations et des violences, on aurait moins aussi à faire à des réactions de vexation, disons, de la part des policiers qui se sentent visés, eux, individuellement. Ce qu'il faudrait arriver à faire comprendre, c'est qu'en faisant son travail de policier, on en vient à produire des violences à caractère raciste, des discriminations, etc. Et je pense après qu'il y a aussi quelque chose, vraiment, que cette question-là de la reconnaissance de la dimension structurelle du racisme, elle est vraiment à
à comprendre dans un contexte plus large que celui de la France, qui est celui de la façon aussi dont les pays européens, en Europe continentale notamment, se sont positionnés et ont réglé la question du racisme après la Deuxième Guerre mondiale, dans une volonté de rompre, à juste titre, avec ce qu'avait été le Reich et les régimes collaborationnistes. Et donc, on s'est cantonné à l'idée, voilà, d'une idéologie violente, portée par des individus qui étaient censés être devenus déviants, enfin, par rapport à la majorité de la population, sans penser ce dont les États étaient porteurs, parce qu'ils étaient héritiers et tributaires d'une histoire raciale, raciste, coloniale. Et voilà, et le Troisième Reich n'est pas sorti lui-même de nulle part, il s'inscrit dans une histoire. Donc, je crois que c'est aussi ça, c'est cette façon dont on a négocié le positionnement ou la sortie de ce moment historique qui explique aujourd'hui aussi les difficultés à penser de manière institutionnelle ou structurelle le racisme. D'accord. Voilà. C'est Sibérie. Alors, oui, tout à fait. Du coup, j'ai plein d'envie de réaction, mais je suis tout à fait en accord avec Sarah Mazouz sur beaucoup des choses qui ont été dites sur la question du racisme systémique. Effectivement, les acteurs n'en ont pas forcément conscience, mais les résultats sont là. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on peut très bien, enfin, moi je me souviens d'avoir discuté avec des policiers qui me disaient oui, mais en même temps, si on contrôle les blacks, c'est parce que c'est parce qu'on pense qu'on nous apprend à targeter les suspects. Oui, mais non. Oui, mais non, parce qu'on voit très bien que derrière, c'est tout un système, effectivement, qui les dépasse, qui clairement a quelque chose à voir avec la socialisation des forces de police, et notamment la socialisation des forces de police en France. Il y a un certain nombre de travaux qui ont été faits, je pensais notamment, j'ai essayé de retrouver ça, je pensais aux travaux de Gauthier 2011, qui comparait justement l'expérience des policiers minoritaires à Paris et à Berlin, et qui montrait bien que, étonnamment, être policier minoritaire à Berlin, c'est plus facile que l'être à Paris. Et c'est pas juste une question de Troisième Reich, on est bien d'accord. Ça a clairement à voir avec la socialisation, la manière dont on gère dans ces différents pays le rapport entre police et population. De la même façon, je pensais à la très belle thèse qu'a faite Élodie Druez sur les expériences d'assignation justement raciale de la part de personnes d'origine subsaharienne ayant fait des études supérieures en France et au Royaume-Uni. Et on voit que les choses sont très troublantes. Dans le cas grand-breton, du coup, ceux qui vivent ces expériences de discrimination le construisent comme étant un problème politique, c'est-à-dire qu'un problème qui dépasse largement le fonctionnaire ou la personne qui les a racisés, alors qu'en France, on pense que c'est juste individuel. L'idée de la brebis galeuse, et bon, c'est pas grave, mais en fait, non. Dans les deux cas, ce que montre Élodie Druez, c'est que les logiques sont les mêmes, elles sont produites par les mêmes logiques de domination, elles ne sont pas prises en compte, et en plus, elles montrent également que derrière, c'est à la fois une assignation raciale et sociale. C'est-à-dire que l'image d'un cadre black pour un certain nombre d'acteurs sociaux, c'est impossible parce que naturellement, les blacks sont pauvres. Et donc, c'est là où, en plus, il faut quand même bien avoir en tête que dans ces questions-là, la domination sociale et la domination raciale interagissent très, très fortement. Vous m'aviez posé un certain nombre de questions. La comparaison entre religions. Alors, ce qui est assez intéressant, si vous avez peut-être pas regardé, mais au tout début du graphique, on voyait qu'il y avait des gens qui n'avaient aucun préjugé, qui par contre n'étaient pas forcément positifs à l'égard des religions en général. Mais alors là, c'est à la fois la religion juive, la religion musulmane, mais également la religion catholique. Et là, on est face au laïcard classique, c'est-à-dire des gens qui effectivement combattent les religions, pas forcément ceux qui croient en ces religions, mais combattent les religions et combattent toutes les religions. Et donc, par contre, il faut être très très clair, quand on analyse les attitudes à l'égard de la religion catholique, de la religion protestante, bon, il n'y a pas peu d'attitudes à l'égard des bouddhistes, mais très clairement, la religion qui suscite le plus de prévention, ça reste quand même la religion musulmane. Alors, dans certains cas, et c'est là toute la difficulté, c'est que dans certains cas, pour de bonnes raisons, mais ces bonnes raisons se trouvent mêlées aux mauvaises raisons de ceux qui rejettent aussi les musulmans. Typiquement, aujourd'hui, quand quelqu'un vous dit qu'il est attaché à la laïcité, il faut regarder d'où il parle. C'est-à-dire que la laïcité à gauche, c'est une laïcité effectivement anti-religieuse,
mais pas forcément discriminante à l'égard des individus. Une laïcité à droite, étonnamment et fortement associée au fait d'être catholique et fortement associée aussi au rejet des immigrés en général. Et donc, en fait, derrière le terme laïcité, vous avez aussi une logique de discrimination, une logique de combat. Alors, le racisme anti-asiatique, ben, on y travaille. Et effectivement, je participe avec Aurore Merle et Hélène Lebaille et Patrick Simon à une ANR sur la question de l'intégration politique des Français d'origine d'Asie du Sud-Est. Et ça fait partie des questions qu'on va prendre en compte justement sur ces questions. Là, sur les Roms, alors je ne me souviens plus exactement de votre question, Non, mais ce qui, moi, me... Vous y aviez répondu en partie puisque sur l'indice de tolérance, et c'était plus sur le concept de tolérance. Du coup, qu'est-ce que ça, Alors là, en fait, l'idée de tolérance? Parce que c'est un peu, ça heurte un peu aussi d'utiliser un terme, c'est-à-dire que tolère quelqu'un, c'est que bon, on veut bien qu'elle soit là, mais pas qu'elle en ramène trop non plus. Donc c'est pour savoir comment vous conceviez cette catégorie. c'est un très vieux débat sur le terme, qu'est-ce qu'il y a derrière tolérance. Et donc, la conception de ma tolérance vient de Pierre Bayle, moi, qui est justement la volonté d'accepter l'autre, pas simplement de tolérer qu'il soit là, mais de l'accepter, voire même d'aller vers l'enrichissement par l'autre. Voilà. Et donc ça, c'est un vieux truc. Donc effectivement, c'est ça que j'ai en tête. Hein. C'est pas, en gros, c'est typiquement, ce sont des gens qui considéreront que l'immigration est une source d'enrichissement culturel. Non, les immigrés ne sont pas là pour profiter juste de la sécurité sociale. Non, ils ne sont pas la principale cause de l'insécurité. Donc en fait, derrière, il faut entendre l'inverse de xénophobie, l'inverse de préjugés. Un dernier point qui, juste en écoutant Sarah Mazou, ça me revenait. Il faut également bien avoir en tête que très clairement, les questions de préjugés, ça a à voir avec les discours politiques, ça a aussi à voir avec la psychologie. Et donc le truc terrible, c'est que a priori, l'assignation qu'on fait des gens à des groupes, etc., c'est un vieux truc de sociologie des préjugés qu'on retrouve en fait dès la formation des jugements qu'on peut porter sur les individus. On assigne les individus à des groupes, on les assigne à des traits supposés, typiquement. Un étudiant de Sciences Po, c'est pas un étudiant d'école de commerce qui n'est pas un étudiant d'université. Oui, mais en fait, peut-être que si. Voilà. Bon, je crois que je suis parti un peu trop loin. Non, mais je pense que c'est aussi sur la socialisation, c'est-à-dire que les catégories dans lesquelles la société désigne comme légitimes pour s'organiser aussi, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des catégories légitimes et d'autres qui sont illégitimes parce que derrière, il y a des formes de domination. Donc, après, oui, c'est vrai qu'on rentre dans peut-être un débat encore plus large. Mais je voulais juste, si vous avez encore un petit peu de temps, vous interpeller sur 2 points, notamment Madame Azouz, sur la comparaison internationale. Vous l'avez évoqué chacun et chacune dans vos interventions, mais plus en termes pour le coup, de droit positif et de qu'est-ce qui est mis en place en termes de politique publique pour centrer un peu plus, du coup, dont on pourrait s'inspirer. On a eu, comme je vous l'ai dit, en fait, d'autres auditions, et donc notamment une sur la question du droit anti-discrimination et sur l'idée que aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup d'éléments en fait en termes de droit qui sont un peu éparpillés, et donc c'est peut-être un des enjeux, et ce à quoi nous on va travailler, c'est peut-être avoir regroupé en fait l'ensemble des dispositions du droit anti-discrimination pour y compris lui donner une meilleure visibilité et pour tous les acteurs, et notamment parlementaires, parce que c'est vrai que nous aussi on peut s'y perdre. Donc il y a cet enjeu-là, mais du coup, plus que en fait d'inventer de nouveaux dispositifs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui existent. Donc ça c'est un des points sur lesquels on s'est arrêté. Je voudrais avoir votre avis là-dessus, et du coup sur voilà les éléments. J'ai entendu sur la question de la formation, donc c'est une question aussi de politique publique, des agents publics. Donc un gros enjeu là-dessus. Et donc voilà, quels autres éléments de proposition, et à partir de vos travaux sur, notamment au niveau international, de ce qui existe comme dispositif pour des véritables politiques publiques de lutte contre les discriminations, voire d'éradication des discriminations. En tout cas, c'est ça l'objectif. Si vous aviez des éléments à nous suggérer ou des pistes à suggérer à ce propos, l'une et l'autre. Je commence.
Oui, merci. Alors déjà, j'y avais pensé, mais là, ça vient directement après ce que disait aussi Vincent Tiberi. C'est si on pense à la question des violences policières ou des contrôles policiers, mais on pourrait avoir ça aussi dès qu'on observe un peu ce qui se passe au guichet des préfectures, etc. Il y a un élément très concret et qui montre aussi à quel point ces questions de discrimination raciale sont liées, bien sûr, à l'histoire raciste et raciale de nos sociétés, mais aussi aujourd'hui à la façon dont on conçoit les politiques publiques aussi, au management et aux politiques du chiffre notamment. Et je pense que les politiques du chiffre, dans la mesure où voilà, les agents sont tenus de faire leurs chiffres par jour, une des façons de faire vite et donc de tenir son chiffre, c'est de racialiser et de suivre, voilà, typiquement dans les contrôles, on le voit, on va contrôler des personnes qu'on racise comme noires ou comme arabes parce qu'on se dit il y a des chances pour que ça tombe juste, par exemple pour un contrôle sans papier, et puis ça permet de faire son chiffre dans la journée. Et on laisse passer d'autres choses. Donc je crois qu'il y a vraiment cet élément. Après, il y a plusieurs... je crois qu'il faut... là encore, c'est un discours un peu général, avoir des éléments contraignants et coercitifs en fait en matière de discrimination et pas être simplement dans un discours qui exhorte à la non-discrimination, ce qui a été beaucoup ce que moi j'ai observé sur mon terrain et que j'ai appelé la politique de la discussion. Il y avait par exemple une métaphore qui revenait tout le temps mais qui n'était pas juste, c'était de dire il faut faire comme on a fait en matière de sécurité, de prévention routière, en donnant l'impression que la sécurité routière, ça n'avait été que des affiches disant attention. Alors qu'en fait, il y avait quand même un arsenal législatif et coercitif très lourd qui a joué et qui a permis de réduire les accidents sur la route. Donc je pense que si on utilise cette métaphore, enfin cette comparaison, il faut y aller jusqu'au bout. Et donc dans les moyens concrets, moi je verrais deux choses. Je pense que quand on travaille sur les questions de discrimination raciale et de racisme, on travaille sur plusieurs niveaux. Donc les stéréotypes, ce qui a à voir donc avec la formation, le fait de se rendre compte que certaines choses ne sont pas acceptables, c'est à ce niveau-là qu'il faut sans doute faire jouer aussi les questions de condamnation morale, montrer voilà, qu'il y a des frontières à ne pas passer. On se pose aussi la question des normes, et donc là, c'est en effet l'appareil législatif qui existe, et c'est le travail que vous disiez, d'essayer de regrouper, de voir tous les instruments que le droit donne déjà pour rendre plus active la norme d'égalité. Et puis après, il y a en effet sur la question des procédures et des objectifs institutionnels. Et donc, les objectifs institutionnels, c'est peut-être rompre avec la politique du chiffre. Les procédures, je crois qu'il y a plusieurs choses, notamment, comment dire, par exemple, je pense qu'il faut, et là on pourrait s'inspirer de choses qui sont ailleurs, il y avait eu cette idée de mettre, pour reprendre la question des contrôles de police, de faire des récépissés de contrôle de police, etc. Je pense qu'en effet, ça serait une façon d'amener, en tout cas justement les agents, à se poser la question de ce qui motive leur démarche. Et donc, ça amènerait à avoir aussi une forme de réflexivité sur ce qu'on fait et se rendre compte qu'en fait, on n'est jamais à l'abri d'être raciste et de produire de l'assignation racialisante. Donc, on pourrait faire la même chose aussi, c'est-à-dire, par exemple, dans les interactions au guichet des services publics, où vous avez énormément, c'est là aussi que vous avez de la discrimination et aussi du racisme ordinaire. Demander aux agents de motiver les refus, de donner les raisons qui ont fait qu'ils ou elles ont refusé l'octroi d'un droit, l'accès à tel service, etc. Ça introduirait aussi des mesures correctives, je pense, dans certaines pratiques. Après, je crois que plus largement, si on pense à l'emploi ou au logement, je crois qu'il faut arriver à réintroduire des politiques de rééquilibrage à l'endroit de groupes qui sont socialement construits et produits par les discriminations qu'ils subissent et donc qui peuvent être du coup visés comme faisant l'objet d'un rééquilibrage ou d'une compensation qui peut être, par exemple, de mettre en place des procédures qui contournent les formes de concurrence. Et c'est des choses qui sont déjà mises en place, même si, ou qui ont été mises en place à certains moments. Moi, j'avais fait une enquête un peu
en mission locale, vous aviez des outils où on mettait un candidat face à une offre d'emploi en contournant les formes de mise en concurrence, et il se trouvait que ces candidats étaient le plus souvent des personnes appartenant à des groupes racisés, donc discriminés racialement. Je crois qu'il faudrait arriver, mais ça supposerait aussi d'avoir un débat plus clair et moins porté par, disons, des écrans idéologiques autour de la question de la discrimination positive, qui est d'abord une notion mal traduite et mal comprise. Mais voilà, sans même utiliser un mot qui bloque tout le monde, parler de mettre en place des politiques de rééquilibrage ou de compensation, je crois qu'il y aurait des choses, avec toujours ça, c'est-à-dire quelque chose qui vient réguler une inégalité qui est en partie héritée par, qui est un héritage de l'histoire, si vous voulez. Voilà, et je crois aussi, et là pour avoir un peu comparé avec ce qui se passait, on peut comparer déjà en France entre ce qui s'est passé dans les préfectures et ce qui se passe au niveau du défenseur des droits, mais on peut aussi mettre ça en comparaison avec par exemple ce qui se passe au sein de l'agence fédérale allemande de lutte contre les discriminations. Le fait de penser à la combinaison des discriminations, et pas simplement à avoir un service où vous avez différents services qui travaillent séparément et où on va plutôt jouer à la concurrence entre les causes, mais plutôt travailler vraiment donc de manière intersectionnelle. Je crois que ça aide aussi beaucoup à penser la façon, donc comme le disait tout à l'heure Vincent Tiberge, des fois c'est l'appartenance de classe qui produit ou qui vient renforcer la racialisation qu'on subit, l'âge qu'on a, le genre. Moi, c'est un exemple que je donnais tiré de ma thèse, d'une femme jeune qui est catégorisée comme étant noire, originaire de Martinique par ses collègues, qui elle a un poste de responsabilité, qui est jeune et qui est plus diplômée. Ça, c'est dissonant aux yeux de beaucoup de ses collègues qui vont, à la première occasion, trouver le moyen de rabaisser ses compétences, la raciser comme la raciser, etc., etc. Donc voilà, je crois que savoir qu'on n'est jamais simplement noir, ou c'est jamais simplement une femme, ou jamais simplement ouvrier, et que tout ça c'est du social en fait, je crois que c'est capital. Je pense qu'on va encore se rejoindre, hein, je suis désolé. La première chose, je trouve toujours assez fascinant en fait que quand il s'agit de causer discrimination, la France se veut exceptionnelle. On n'est pas exceptionnel. En gros, dès lors qu'on a les instruments de mesure, on se rend compte qu'on n'est vraiment pas exceptionnel. Et c'est assez rigolo de la part d'un gouvernement qui fait du benchmarking à longueur de temps, d'oublier que en termes de comparaison, on a sérieusement beaucoup de choses à apprendre, y compris de la part des Anglais, des Allemands, des Danois, des Canadiens et des États-Unis. Juste, si ça vous intéresse, il y a une enquête qui est faite très régulièrement sur les politiques publiques même, qui compare les différentes politiques publiques en fonction des objectifs des traités européens. Ça s'appelle le MIPEX, le Migration Integration Policy Index. Eh bien, la France est ridicule. En termes de benchmarking, on est très, 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 très loin derrière les bons élèves que sont la Suède et le Portugal. En gros, si on parle de modèle d'intégration, il faudrait peut-être aller se tourner vers ces pays plutôt que de continuer à considérer que la France en tant que telle a un message à adresser. Deuxièmement, mais Sarah Mazouz l'a dit et donc je le redis également, les trucs importants, c'est de continuer à mesurer. Très clairement, le défenseur des droits le fait. On a désormais différentes méthodes, y compris des testings, qui montrent bien l'ampleur du phénomène. Troisièmement, je pense effectivement qu'il y a un moment, il va falloir commencer à être un peu pragmatique. Et là, je prends une catégorie d'action publique dans lequel je me sens très à l'aise en ce moment, qui est celui de l'ouverture sociale des grandes écoles. C'est un vieux dada chez moi qui remonte au début des années, enfin la fin des années 90. Mais très clairement, on est là face à quelque chose qui ressemble à ce qui se passe sur la question des inégalités de race et des inégalités de genre, etc. C'est-à-dire que ce bon vieux truc, si on interroge les mêmes individus de la même façon, on gomme les questions d'inégalité sociale, d'inégalité territoriale, etc. On sait que c'est faux. On sait que c'est faux, c'est-à-dire que maintenir une égalité formelle, c'est assumer des discriminations sociales, territoriales qui vont avec.
Et donc, très clairement, on a essayé de mettre ça en place au sein de Sciences Po Bordeaux. Ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est de traiter différemment des gens différents et accepter que ces gens sont différents. C'est-à-dire que dans un oral, on ne peut pas traiter de la même façon des hommes et des femmes, parce que le rapport à la parole publique, à l'interaction n'est pas forcément le même. On ne peut pas les traiter de la même façon d'un point de vue de classe sociale. Hein, on sait, Annabelle Alouche l'a très bien montré, que ces questions d'aisance à l'oral sont aussi des questions sociales. On ne peut pas traiter de la même façon quelqu'un qui, et même regarder le CV de la même façon quelqu'un qui vient de la Creuse ou quelqu'un qui a vécu dans une grande métropole type Bordeaux, Paris ou Lille. Donc très clairement, il y a un moment, si on veut de l'égalité, eh bien, il faut partir des inégalités concrètes et essayer nous-mêmes de changer notre conception des choses. Voilà. Alors à la fin, ça donne le fait, mais c'est probablement pas un hasard, hein, ça donne le fait que dans les instituts d'études politiques recrutés cette année, on a désormais pas loin de 70 à 75% de femmes. Et du coup, eh ben, ça interroge ces institutions qui pendant longtemps ont été un peu des clubs de mecs, quoi, et un peu trop des clubs de mecs. Voilà. Oui, et ce qui favorise aussi des comportements en termes de genre et des violences. On a parlé, mais pas uniquement. En fait, je pense que quand on parle d'inégalité, on parle de violence sociale d'ensemble, en fait, que subissent les personnes qui sont racialisées, sexualisées, etc. Et donc, c'est aussi lutter contre les violences sociales et économiques, de s'interroger là-dessus. En fait, j'aurais encore tellement plein de choses à vous demander, mais on va devoir s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup et encore une fois, on aura certainement en fait peut-être des éléments de détail à vous demander pour approfondir des points. On va maintenant mettre tout ça par écrit et puis surtout, on va travailler à un texte cadre, comme je vous le disais, et peut-être avec aussi des éléments réglementaires et de politique publique, de planification de politique publique, qu'on vous soumettra. On se permettra de vous les envoyer pour des avis, parce qu'on veut aussi mettre en place en fait un processus type d'examen de textes de loi, comme on fait à l'Assemblée, avec possibilité d'amender. Donc, on vous transmettra tout ça. Merci encore pour les éléments qui ont énormément éclairé ce qu'on a déjà fait par ailleurs et les travaux qu'on mène. Et donc, à bientôt pour de futurs échanges. Et en tout cas, j'allais dire, tenez bon dans le moment en fait actuel. Je crois que plus que jamais, en fait, voilà, les lumières de la science, de la connaissance, de la compréhension du monde sont plus nécessaires que jamais pour tenir dans des temps un peu troublés. Merci vraiment beaucoup. Et donc, à bientôt pour des échanges futurs et qui s'ouvrent aussi, de toute façon, aussi aux apports des associations, des citoyens. Donc, on présentera tout ça dans les prochains mois. Merci à vous. Et à Merci beaucoup. Bon.